Bonjour chers élèves, nous sommes aujourd'hui pour présenter une œuvre tragique intitulée Antigone de John Anhui. C'est une œuvre qui a été réécrite plusieurs fois. Ce n'est pas John Anhui le premier qui l'a réécrite, il y en a d'autres bien avant lui. Mais quand même, notre œuvre est écrite dans des circonstances qui sont très dures pour la France. Nous allons commencer d'abord par un aperçu de la biographie de John Anhui. C'était un écrivain français, un dramaturge français né le 23 juin 1910 à Bordeaux. Il est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne. Son œuvre théâtrale a commencé en 1932 et particulièrement abondante et variée. D'ailleurs, nombreuses de ses écrits constituaient beaucoup de comédies souvent grinçantes et de tonalités dramatiques et tragiques, comme sa pièce la plus célèbre, Antigone, qui est une réécriture moderne, bien sûr, de la pièce de Sophocle portant le même nom. Antigone appartient aux légendes attachées à la ville de Thèbes. C'est un personnage mythique. Elle est repris et adaptée par John Anhui. Elle est une des enfants de l'union incestueuse du roi Thèbes Oedipe et de sa propre mère Jocaste, selon le mythe d'Oedipe. Antigone est la sœur d'Ismène, d'Étiocle et de Polynice. Ces deux derniers vont s'entretuer après le départ de leur père pour s'emparer, en quelque sorte, après un désaccord qui postulait d'abord que l'un des deux frères doit gouverner une année, tandis qu'il doit laisser ou bien céder le pouvoir l'année prochaine à son frère. Le désaccord entre les deux frères va mener à leur fin et à leur désastre tous les deux. Antigone revient à Thèbes donc pour confronter un certain drame d'une ampleur majeure, c'est que les deux frères ont été tous les deux morts et puis le pouvoir est détenu par leur oncle Créon. La pièce de Sophocle, puisque c'est l'origine de la pièce de John Anhui, la pièce de Sophocle qui est écrite en 441 avant notre ère, commence bien sûr lorsqu'Antigone décide de braver l'interdiction de son oncle Créon d'ensevelir le corps de son frère Polynice. D'après la légende, d'après le mythe, le roi Créon a interdisé tout devoir funèbre pour l'insurgé, le révolté Polynice, tandis qu'il a réservé des funérailles somptueuses pour le frère fidèle à Thèbes. C'est pour cela, Antigone, toujours avec une relation chaleureuse avec son frère, avec les deux frères, elle a essayé d'embraver l'interdiction de Créon et de donner en quelque sorte à son frère Polynice quelques devoirs funèbres par l'ensevelissement de quelques poignées de terre. Maintenant, on va passer au personnage de la pièce d'Antigone de John Anhui. Nous avons Antigone, qui est le personnage principal, c'est la sœur d'Ismène et fiancée d'Émon. Nous avons Créon aussi, le roi, oncle d'Ismène et d'Antigone, et père d'Émon, mari d'Eurydice. Émon, le fiancé d'Antigone et fils de Créon et d'Eurydice. Et nous avons la sœur Ismène, la sœur d'Antigone. Et puis nous avons quelques personnages plus ou moins importants dans la pièce, la nourrice, le chœur, les gardes et le messager qui va apporter le message final de la mort d'Antigone et d'Émon. Anhui, bien sûr, on va voir ce qui nous intéresse le plus, c'est en quelque sorte détailler la structure de la pièce. Nous avons Anhui qui est repris intégralement en quelque sorte la schématisation de la pièce de Sophocle. Il a repris le même cadre, aussi bien que Antigone ne présente pas une certaine subdivision classique de théâtre. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment actes, scènes qui sont tout de moins. Il y a aussi une certaine logique
qui se rapportent à l'entrée, bien à la sortie des personnages. D'accord? Anouilh a repris le cadre général de la pièce de Sophocle. Le rideau s'ouvre au petit matin sur la ville de Thèbes, juste après la proclamation du décret de Créon. Au sujet, Antigone s'oppose à sa sœur Ismène. Créon apprend d'un garde que le corps de Polynice reçut des hommages funèbres, puis voit Antigone amenée devant lui et le rideau tombe par la suite. D'abord, on va revenir au texte. Le texte d'Anouilh se présente comme une suite ininterrompue, ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas vraiment une séparation, une subdivision concernant les actes et les scènes. Anouilh se propose toutefois de révolutionner en quelque sorte l'écriture théâtrale en l'absence de subdivision. Ça ne veut pas dire que la pièce n'est pas nettement séparée, c'est-à-dire les actes et les événements de la pièce sont bien déterminés. On peut les regrouper selon plusieurs catégories qui sont plus ou moins nettes. Tout d'abord, nous avons l'exposition. L'exposition, c'est le prologue qui présente les personnages. Et il va présenter tous les personnages à tour de rôle, à commencer par Antigone en qualité d'héroïne, et il va passer encore par Créon, Ismène, Aimon, Créon, et il va arriver jusqu'à donner l'idée fatale, ou en quelque sorte l'idée tragique du Antigone, c'est le destin fatal de l'héroïne qui est la mort et la fin d'Antigone. Nous avons comme deuxième scène une unité qui est séparée, qui est bien claire, la confrontation en quelque sorte d'Antigone avec sa nourrice. Donc Antigone rentre chez elle, elle est surprise par sa nourrice qui l'accable de questions pour savoir d'où il vient à une heure matinale, ce qui engendre un certain quiproquo parce que la nourrice croit que Antigone était en rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous galant, mais en quelque sorte, c'est en quelque sorte un rendez-vous sentimental avec Antigone et son frère Polynice, qui va essayer de l'enterrer. Nous avons aussi Antigone comme troisième séquence, en quelque sorte. Troisième séquence, Antigone et Ismène. Antigone et Ismène abordent une conversation qui porte sur un sujet très sérieux. Les deux sœurs s'opposent pratiquement en tout. Bien sûr, Antigone va révéler à sa sœur ses intentions. Et son premier projet, le projet secret qu'il a déjà commencé cette nuit-là. Alors, il y a quelques oppositions de la part d'Ismène qui n'est pas vraiment d'accord par peur d'encourir la colère de leur oncle Créon. Nous avons aussi une scène sentimentale entre Antigone et son fiancé Aimon. Celle-ci qui va, après un serment donné par Aimon, qu'il va lui révéler son intention de se séparer à lui. Bien sûr, cette séparation a une double dimension. Sur le plan personnel, séparation avec son fiancé, mais en quelque sorte, c'est une séparation du monde des vivants parce qu'elle est consciente qu'elle va mourir. Une des séances, c'est-à-dire à la deuxième tentative d'Antigone, qui a essayé une autre fois d'ensevelir, de cacher, d'enterrer en quelque sorte le corps de son frère Polynice, elle va être arrêtée. Et c'est une arrestation. Le corps, dans cette séance, va intervenir pour donner sa vision de la tragédie. Donc, on connaît dès le prologue que Antigone va mourir. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. D'accord ? Antigone et Créon maintenant, c'est une scène cruciale, c'est la scène capitale entre Créon et Antigone, scène où l'on touche le sens de la pièce, puisqu'on peut distinguer plusieurs étapes. Créon est assez calme au début parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment une princesse qui doit la première respecter la loi, c'est elle qui doit l'embraver et elle va essayer au début de calmer et d'essayer de comprendre et de
présenter ses intentions à Antigone de la sauver, mais il paraît que Antigone est têtue et elle désire la mort. Bon, Antigone et le garde, c'est une scène presque, c'est la scène finale en quelque sorte. Antigone reste seule avec un garde et lui dicte une lettre qu'il veut adresser à Aimon. Le message nous avons ici une ellipse, c'est-à-dire déjà la scène d'exécution, ce n'est pas d'exécution, mais c'est Antigone qui va se donner la mort. Et puis nous avons le suicide d'Aimon. Alors le message annonce la mort d'Antigone ainsi que celle d'Aimon. Le cœur apprend ensuite à Créon que sa femme Eurydice, elle aussi, qui vient se donner la mort, après avoir su par la mort de son fils. Il ne reste plus que Créon avec ses gardes sur scène. Ça, ce sont des scènes qui sont sélectionnées, les scènes les plus importantes. Sinon, ce tableau, nous avons un tableau ici qui va nous montrer en détail toutes les scènes d'Antigone. Nous avons le prologue, Antigone et la nourrice, Antigone et Ismène, Antigone une autre fois avec Ismène, Antigone une autre fois avec la nourrice, Antigone et Aimon, Antigone et Ismène, Créon et la garde, le corps, Antigone la garde deuxième fois. Donc nous avons dans ce tableau l'intégralité de toutes les scènes d'Antigone, avec la numérotation des scènes et les pages selon bien sûr l'impression de la table. Alors, définition pour terminer, comme conclusion, nous allons revenir en quelques instants sur la définition de la tragédie. Donc la tragédie, puisque nous sommes devant une tragédie qui est réécrite, une tragédie bien sûr moderne, elle présente un héros opposé à un ensemble, une foule, une structure sociale, le monde, une idée obsédante, et qui doit souffrir. Les péripéties de cette épreuve se réduisent à un discours organisé selon des formes quasi rituelles et se livre en aveugle au destin qu'il est construit tout excès pour justifier un sort joué d'avance. Je m'arrête un petit peu là parce que au début, quand on a lu le prologue, d'après le prologue, on sait bien qu'Antigone va mourir. Et tout le monde le sait, mais les personnages, tout au cours de la tragédie, semblent l'ignorer. Mais on a cette tendance d'essayer, tout le monde a essayé en quelque sorte de sauver Antigone d'un destin qui est fatal. Mais bien sûr, l'accomplissement du destin est réfutable. Donc le destin qui est construit tout exprès pour justifier un sort joué d'avance et dont il détient inconsciemment la clé. Si le héros tragique est le représentant des anciennes lignées royales, elle est mise en question par le cours au nom de nouveaux principes de la cité. Bien sûr, en parlant de la technique d'écriture et de la réécriture d'une tragédie moderne, bien sûr, comme Jean Allouis lui-même a déclaré dans la 4e de couverture, c'est une référence à la condition que vivaient les Français en ce temps-là. Merci de votre attention.